OK. Bon, bien, bonsoir. Merci de vous être déplacés en cette journée, en ce mercredi. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier en fait d'être présent. On sait que le temps, c'est pas toujours quelque chose qui est facile d'investir, mais là, c'est super important parce qu'on va parler d'actualité. Généralement, on va traiter de sujets historiques, mais là, on va parler de quelque chose qui se présente en ce moment et dont on ne connaît pas l'issue. Donc, on va parler de la révolte à Hong Kong. L'organisation aujourd'hui qui organise ça, c'est Étudiants socialistes avec Alternatives socialistes. Nous faisons la promotion du socialisme démocratique et révolutionnaire. Nous sommes donc affiliés au Comité pour une internationale ouvrière qui est présent dans tous les continents, environ une quarantaine de pays. L'invité qu'on a ce soir est membre d'Alternatives socialistes. Je parle de Simon Pierre. Simon Pierre, qui est un camarade qui a fait des études en sciences politiques, en psychologie, si je ne m'abuse aussi, et qui a vécu 2 ans en Chine. Et donc, ça va être intéressant de voir ce que tu as vécu, comment peut-être tu as senti ce que c'était que de vivre dans un régime qui se réclame du communisme. Et peut-être que nous allons voir justement un portrait de quelque chose qui est beaucoup plus sombre que qu'est-ce qu'on pense. J'aimerais rappeler aussi qu'Alternatives socialistes est un groupe de tendance marxiste, mais surtout qu'il est pour l'autodétermination des peuples et nations. C'est aussi bon pour les premiers peuples que pour Hong Kong. Donc, Simon-Pierre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Charles. Alors, merci d'être là, tout le monde. Écoute, bon turnout, vous êtes en grand nombre. C'est encourageant pour le travail que j'ai mis dans cette présentation-là, donc merci à vous. J'ai vécu 2 ans et demi comme enseignant dans le nord de la Chine, mais étant donné le mur de feu chinois, eh bien, vous comprendrez que ça a été ça mon expérience. Ça a été de voir comment l'action politique et le dialogue politique est à 0 en Chine, puis comment que tout geste et dialogue politique est codé, subtil, entre les lignes, en privé. C'est très, très, très différent d'ici, mais relativement intéressant. Lorsque j'ai demandé de mentionner mon background en sciences politiques, seulement parce que j'ai écrit plusieurs textes sur la relation entre la Chine et le Tibet, en faisant des relations entre le Québec et le Canada, voir comment que la Chine contrôlait ce territoire-là. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet tout autre. Il y a une lutte historique qui se passe en ce moment à Hong Kong. Écoutez, 1 personne sur 7 va dans la rue protester et occuper et est en grève, et ça dure depuis le mois de juin et ça continue. Alors, écoutez, c'est important d'en parler. Prochaine diapo. Alors, bon, bref, c'est ça, la lutte de classe mondiale. Il y a des liens à faire entre ce qui se passe à Hong Kong et ce qui se passe à n'importe quel autre pays dans le monde. À Québec, nos mouvements sociaux ont les mêmes contradictions, ont les mêmes limitations, ont les mêmes avantages. Donc, c'est important de faire le lien avec ce qu'on voit à Hong Kong. Alors, dynamique de mouvement se reproduisent, enjeux similaires. C'est important d'apprendre des erreurs pour gagner et pas répéter les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et finalement, c'est important d'être là pour nos camarades à Hong Kong quand ils ont besoin d'aide. Je vois un peu d'avance, mais on a un camarade qui travaille pour la HSBC, la banque, qui a été congédié carrément pour sa participation aux protestations. Puis là, on est en train d'organiser une action de support collectif pour ces gens-là, que ce soit des gens dans l'industrie aérienne, dans n'importe quelle industrie qui sont en train de se faire marginaliser par le régime qui veut les empêcher de faire des protestations. Prochaine diapo. Donc, d'où vient l'information que je vais vous jaser aujourd'hui? Nous, on est des membres d'Alternatives socialistes, étudiants socialistes, qui font partie d'un international qui s'appelle le Comité pour une internationale ouvrière, le CIO. Et à Hong Kong et en Chine et en Taïwan, on a une section, tout comme on a une section au Québec, qui s'appelle Socialiste Action à Hong Kong. Et comme nous, c'est des camarades qui sont sur le terrain, qui passent des gens en entrevue, qui ont un journal, qui sont impliqués dans leur syndicat, le peu de syndicats qu'il y a à Hong Kong, qui ont une analyse politique tout à fait réaliste sur le terrain des enjeux qui se passent dans le moment. Moi, j'ai lu des articles de eux de 2012, de 2015. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé depuis longue date, puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui.
mais ils ont publié un livre qu'on a disponible sur la lutte à Hong Kong, puis ça fait 1 mois qu'il a été publié, donc c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est super intéressant. Donc, ces camarades-là, c'est la première et seule organisation trotskiste qui est active à Hong Kong, en Chine, c'est Jean-Marc, des derniers 50 ans, parce qu'on comprend bien que la révolution Mao, c'est une révolution maoïste sous l'influence de la Russie de l'époque, sous Staline. Donc, bref, il y a une certaine bureaucratie, une certaine théorie qui est différente avec la théorie trotskiste. Donc, on est le seul groupe trotskiste, donc révolution par le bas. Nos camarades sont souvent à risque d'emprisonnement s'ils se font prendre à organiser ces protestations-là. Bon, comme je disais, il y en a déjà qui ont perdu leur emploi, donc ça commence mal. Et bien, dans le travail qu'on a fait déjà, on est sur le terrain, on a vendu des milliers de journaux, on a distribué plus de 90 000 tracts, on fait des speeches devant tout le monde pour essayer de pousser la lutte vers l'avant, de donner les perspectives qui sont les meilleures perspectives de lutte. Dans le fond, c'est un peu ça notre job à Alternative Socialiste et à Socialiste Action. Donc ça, c'est leur site Internet. Ça, c'est leur bannière, bien sûr. Y a-t-il quelqu'un qui peut lire le mandarin? Je sais, c'est Zhongguo. Gongla. Bref. Je l'ai déjà appris, mais je l'ai oublié. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, lui, si tu vois, c'est un exemple d'un camarade qui est. Écoutez, Hong Kong, c'est pas comme Montréal. En Chine, c'est pas comme Montréal. Il y a du monde. Fait que la minute que tu te positionnes dans une rue, que ce soit à 4 h de l'après-midi, à 9 h du matin, à 10 h. En Hong Kong, il y a 10 h le soir, quoi qu'en Chine continentale, 10 h le soir, tout est fermé. Mais bref, il y a du monde en masse. Fait que les autres, l'action, la distribution de tracts, la distribution de journaux, les speeches, c'est vivant, c'est populaire, c'est vraiment proche du peuple, c'est vraiment intéressant à voir. Prochaine diapo. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de la crise. Mais quelle crise? Bien, il y a eu une modification légale en lien avec la loi d'extradition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, Hong Kong, c'est une colonie qui appartient à la Chine, qui était à l'Angleterre, les Royaumes-Unis jusqu'en 1997, qui est revenu après la fin du contrat, dans le fond, entre la Chine et les Royaumes-Unis, une possession de la Chine. Mais la Chine a un pays, 2 systèmes. Donc, Hong Kong jouit d'une certaine liberté politique, entre guillemets, qui est plus généreuse que le reste de la Chine continentale. Mais, plus les années vont, plus ces libertés politiques-là, ils se font enlever, ils se font abroger, ils se font soustraire de la vie politique de Hong Kong. Et ici, on parle de la loi d'extradition. Donc ça veut dire que n'importe quel, je ne veux pas dire prisonnier politique, mais n'importe qui est accusé d'un crime politique quelconque de la part de la Chine continentale, qui est gouvernée par Xi Jinping, qui passe par Hong Kong. Donc, ça n'est même pas obligé d'être quelqu'un qui vient de Hong Kong. Ça peut être vous, moi, ça peut être n'importe qui passe dans un aéroport de Hong Kong, peut se faire kidnapper par les forces policières et se faire extradier, qui se fait voyager vers la Chine continentale pour une disparition, une confession, peu importe. Puis, il faut savoir que le système juridique chinois est très différent du nôtre. Nous, ici, on est habitués à un système de justice qui est relativement, on espère, indépendant, où est-ce que les juges sont à la recherche d'une certaine vérité, d'une certaine... Bon, je dis ça de manière utopique, c'est jamais parfait, mais il faut savoir qu'en Chine, les juges jurent que par les intérêts du parti. Donc, pour être juge en Chine continentale, il faut que tu donnes ton support au parti avant même l'idée indépendante de justice. Tout comme l'armée d'ailleurs, mais ça c'est une autre conversation. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il faut savoir que au-dessus de 90% des cas en Chine qui se présentent à la cour se terminent par une confession faite dans le système de police. Donc, la police t'interroge pendant une couple de semaines, pendant que tu ne peux pas parler à un avocat, puis soudainement, tu confesses tes crimes. À Hong Kong, spécifiquement, il y a des leaders étudiants qui ont des vidéos qui se sont fait relâcher dans le public pour dire « Ah, on fait partie d'un mouvement pro-indépendance criminel, on s'excuse, on aurait dit ça. » Tu sais, ce genre de dialogue-là qui est complètement faux, dans le fond, qui est obligé. Je suis désolé, j'ai comme un événement. Bref. Oui, c'est ça. Mais bref, alors, tout ce que je disais, c'est que le système judiciaire est très, très, très différent.
Là-bas, ils ont encore des vidéos qui vont dire regardez, cette personne-là est un criminel, cette personne-là a donné sa confession publique. Fait là, on le voit qu'elle honte des actions de cette personne. Il y a une couple d'années, il y avait des marches publiques de prostituées pour s'excuser de pratiquer cette job-là dans la rue, devant le public, pour se faire humilier. Bref, le système judiciaire est différent culturellement et la loi d'extradition s'ajoute comme une autre tranche sur Hong Kong pour enlever leur liberté d'action. Puis, on va le voir plus tard, ça s'ajoute à un historique qui vient de longue date. Et la troisième raison, c'est la chef exécutive du Parlement législatif de Hong Kong, Carrie Lam, qui est l'équivalent, mettons, de notre premier ministre. Tout va bien. Eh bien, son niveau de popularité est excessivement bas. Historiquement, depuis 1997, c'est elle qui est la moins populaire, pour des raisons qu'on va voir plus tard ensemble. Mais bref, tout ça ensemble, ça forme la crise qu'on est en train de vivre. Mais on va y aller en plus de détails. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, ça, vous voyez, c'est Carrie Lam qui marche devant certains protestataires contre la loi d'extradition dans le Parlement législatif. Prochaine diapo. Merci. Donc, quel est le contexte historique? On rentre dans le clou du spectacle. En 1997, comme je le disais plus tôt, Hong Kong revient dans les mains de la Chine. Le Parti communiste chinois n'existe pas à Hong Kong comme parti politique. Alors, il n'y a pas de parti politique, Parti communiste chinois dans l'Assemblée législative, dans le Parlement de Hong Kong, mais exerce un contrôle direct et indirect politiquement. Pour devenir, faire partie, mettons, de la Chine, eh bien, il y a eu un comité de rédaction de la Constitution qui s'est fait dans la fin des années 80 pour parler de la manière transitoire de faire le transfert entre une colonie anglaise vers un territoire chinois. Puis, pour faire ce transfert-là, il y a eu 59 membres dans un comité pour prendre les décisions, faire la constitution, etc., etc. De ces 50 membres-là, il y en avait 23 qui provenaient de Hong Kong, puis les 23 sur 23, c'était les plus grands capitalistes de Hong Kong, les gens les plus riches qui contrôlaient le plus de propriétés productives, de capital. Puis c'était eux qu'on a invités à la table pour produire la constitution de Hong Kong. Ils ont produit une constitution qui s'appelle la loi de base, qui a tout plein de trucs intéressants, comme ils n'ont pas le droit, c'est illégal de faire des déficits budgétaires. Donc, faire des dépenses publiques à Hong Kong, c'est excessivement difficile. Par exemple, le capitalisme est dans la Constitution jusqu'en 2047. En Chine, gouverné par le Parti communiste chinois, le capitalisme, ça c'est sous contrôle du Parti communiste, le capitalisme c'est un système obligatoire jusqu'en 2047. C'est intéressant. Et tous les grands capitalistes, les 23 qu'on vient de nommer, sont devenus tout de suite après membres du Parti communiste chinois. Puis on va voir ça a été quoi leur bénéfice quand ils ont rejoint, puis là, ils sont allés dans les structures gouvernementales de la Chine continentale. Prochaine slide. Donc, en fait, Pékin, son contrôle, c'est approuve toute nomination de haute position à Hong Kong. Donc, Carrie Lam, qui est l'exécutive en chef, c'est une personne qui a été mise là, qui a été décidée par le gouvernement Xi Jinping, et elle n'a pas le droit de quitter sans l'approbation du gouvernement chinois. Donc, ça, c'est un problème. De plus, dans une crise sociale, comme on est en train de voir à Hong Kong, par exemple, en comparaison avec notre société, nous, si on a une crise sociale, on sacre le gouvernement dehors, puis on prend le prochain. Ah, Jean Charest, on t'aime pas. Fait que Jean Charest, on a une élection, puis Jean Charest part, puis là, c'est Pauline Marois, puis là, on est dans la même situation, ça, bon, on en reparlera. Mais eux, ils n'ont pas le droit. Fait eux, ils n'ont même pas cette soupape de pression pour se débarrasser de la mauvaise herbe, pour faire du renouveau. Ils sont pognés avec. Là, ça explique un peu la grande crise qui se passe en ce moment. Donc,
tout ce que je disais, c'est ça, c'est que les 23 membres sont devenus les membres du Parti communiste chinois. Exactement, donc parfait. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que les capitalistes à Hong Kong, qui sont membres, encore une fois, du Parti communiste chinois, c'est quoi leur bénéfice? Bien, Hong Kong bénéficie, on va dire comme ça, des pires conditions de travail. Un des pays avec les moins de liberté d'association des travailleurs au monde, syndicat qui ne fait rien, salaire minimum qui n'augmente pas, et bon, bref, contrôle du média complet de la part de ces capitalistes-là. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose que les travailleurs peuvent faire. Et, bien, comme on va le voir, le PCC, le Parti communiste chinois, bénéficie d'une manière économique de manière très, très, très exagérée entre la Chine et Hong Kong. Merci. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en détail? Bien, en 2012, on revient un peu dans le temps, le think tank de droite, le Heritage Foundation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est absolument morbide de lire ça. Mais bref, c'est un think tank de droite à Washington, aux États-Unis, qui a dit que Hong Kong, c'était l'économie la plus libre de la planète en fanfare et trompette. C'était pour eux une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour les travailleurs? Bien, la disparité de richesse la plus large au monde. Les plus riches et les plus pauvres, l'élastique est le plus tendu à Hong Kong. Le coût d'habitation le plus élevé au monde. Les Chinois continentaux possèdent et investissent dans le tiers des propriétés immobilières à l'intérieur de Hong Kong. Hong Kong a le plus de millionnaires par capita dans le monde. Donc ça, c'est intéressant. Et puisqu'ils n'ont pas le droit de faire des dépenses négatives, des déficits, bien, ils ont le niveau de dépenses publiques le plus bas dans le monde. En fait, en 1995, le niveau de pauvreté était de 14,8 %, en 2012, 18 % et en 2017, 25 %. Donc, il y a quand même une certaine relation, une corrélation qui va dans une certaine différence. Donc, ce que je voulais dire à la fin de ça, c'est que depuis que la Chine a pris le contrôle, le parti soi-disant communiste, la vie des travailleurs et des prolétaires se décrépite, ça va vers le bas, ça perd, leur qualité de vie se rabaisse. Prochaine diapositive. Donc ça, c'est un exemple vu que le coût des appartements est tellement élevé à Hong Kong, c'est ce qu'on appelle les cage houses. Donc dans un appartement, un 3,5, mettons, ils mettent les cages des travailleurs un par-dessus l'autre, puis ils se trouvent à 12, 15, 17 dans un seul appartement, risque d'incendie extrêmement élevé. Ces personnes-là ne peuvent pas acheter de la nourriture pour cuisiner, parce qu'ils n'ont pas de cuisine. Alors, ils sont obligés de tout le temps manger dans les restaurants, ce qui les empêche de sauver de l'argent pour aller s'acheter un loyer qui a de l'allure. Donc, c'est un cercle vicieux qui ne peuvent pas s'en sortir. Lire là-dessus, c'est super intéressant, mais c'est un exemple parmi d'autres de ce qui se passe. Prochaine photo. Donc, d'autres conséquences de cet écart entre les riches et les pauvres, il y a 300 000 femmes âgées, aînées à Hong Kong, qui ramassent des détritus, du carton, du recyclage pour survivre, évidemment. Et bon, en 10 ans, le PIB a augmenté de 30 %. Félicitations, mais pour les travailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, une augmentation du salaire minimum de 10 %. Donc, de 10 000 à 11 000. En 10 ans! En 10 ans! Merde, en tout cas, bref. Mais, pour accommoder cette hausse de salaire minimum-là en 10 ans, de 10 à 11 000, bien, l'immobilier a triplé. Donc, 300 % d'augmentation en 2003-2019. Mais, c'est difficile de changer ces problèmes-là. C'est difficile d'y résoudre parce que, Ah ouais, ça, c'est une image d'une femme de Hong Kong qui vit, dans le fond, qui survit dans ce système-là illégal. Prochaine image, parfait. C'est difficile à changer. Pourquoi? Parce qu'à Hong Kong, c'est différent un peu du Québec. Parce que, imaginez si les Pierre-Carl Pelado, c'était sur les stéroïdes intenses, là. Un gigantesque PKP, bien, ça devient une famille à Hong Kong. Parce que seulement 4 familles contrôlent 50 % de l'économie de Hong Kong. Donc, on parle des hôtels, des compagnies de construction, de transportation, télécommunications, vente au détail, secteur banquier. Ce sont bien sûr les familles qui sont des membres du Parti communiste chinois, comme on disait plus tôt. Et c'est des familles qui sont très, très actives dans la Chine continentale. Autre diapo, s'il te plaît? C'est ça là. C'est ça là, excuse-moi, c'est ça.
Donc, on rentre en plus de détails pour le contexte historique. Hong Kong, non, en fait, la Chine doit à Hong Kong une dette bancaire, financière, dans le fond, au-dessus de 200% du PIB complet de Hong Kong. Donc, il y a comme une relation synergique entre le secteur de la finance de la Chine continentale et celle de Hong Kong. Depuis 1997, il y a un nombre incroyable de blanchiment d'argent. Ce qui arrive, c'est que l'argent se fait blanchir dans Hong Kong. Ensuite, cet argent-là se fait réinvestir dans la Chine continentale sous prétexte que c'est de l'investissement étranger. Puis, avec ces investissements étrangers-là, ils ont des bénéfices sur les taxes, sur la propriété, sur l'aspect légal de la chose, etc., etc., etc. Tout ça pour dire que, entre 1978 et 2010, Hong Kong, qui fait une île sur la Chine, c'est rien, Hong Kong, dans la grandeur de la Chine, ça fait au-dessus de 50% des investissements étrangers dans la Chine viennent de Hong Kong. Donc, ça pour dire qu'il y a une relation entre la classe dominante capitaliste de Hong Kong et le gouvernement de Chine qui est aussi, je fais l'argument en ce moment, un capitaliste d'État complètement dégénéré. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc là, on rentre un peu plus proche de notre sujet. Quel est l'historique des luttes qui a mené jusqu'à aujourd'hui? En 2003, il y a eu ce qui était à l'époque l'article 23, qui est un peu similaire au Patriot Act des États-Unis. Si on se rappelle, après le 11 septembre, qui est genre, ça donne, pouvoir de sécurité, d'espionnage, bref, s'il y a des accusations de terrorisme, là, tout de suite on peut arrêter quelqu'un qui a des preuves ou non, on s'en fout. Donc, article 23 en 2003, protestation de masse et des protestations qui ont fait démissionner le chef de l'exécutif de l'époque, Tung Chue-hua. C'est sûr que je n'ai pas bien prononcé ça, hein? J'ai essayé. 2014, on continue. C'est la démonstration des parapluies, Umbrella Movement, qui était en lien avec une demande d'élections transparentes. Donc, à Hong Kong, comme on sait, ils n'ont pas le pouvoir d'élire leur gouvernement. Donc, le mouvement des Umbrellas, c'était organisé par ce qu'on appelle le Civic Rights Front and Alliance for Democracy, pour qu'il y ait plus de transparence dans les élections. Et ce qu'il faut noter pour ce que j'ai dit ici, pour la propagande similaire et violence similaire, c'est que le gouvernement disait à l'époque que le mouvement était contrôlé par les forces étrangères hostiles, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., et que le gouvernement mettait l'armée de libération du peuple, l'ALP, à la disposition d'Hong Kong et que peut-être elle allait intervenir. Et le chef de l'exécutif disait à l'époque que les protestations sont violentes, qu'il faut réagir, il faut protéger Hong Kong, etc., etc. On va voir que c'est des thèmes qui reviennent plus souvent. Prochaine diapositive. Merci. Donc ça, c'est une photo de la révolution, la protestation des parapluies, le mouvement parapluie. Prochaine diapo. Et encore une fois, l'idée des parapluies, c'était une stratégie pour se protéger des grenades lacrymogènes que la police balançait à ces protestations. En fait, tu mettais ton parapluie, tu te garoché, puis là, ça te protégeait. Donc, tous les gens commençaient à amener des parapluies dans les mouvements de protestation, ce qui a été une définition du mouvement. Prochaine image. Donc, là, on arrive en 2019. Là, on est déjà rendu. 4 juin. C'est la célébration du 30e anniversaire du massacre de Tiananmen Square, du carré de Tiananmen Square. Du carré de Tiananmen. Et voilà, le massacre de Pékin, dans le fond. 180 000 personnes vont dans les rues parce qu'à Hong Kong, on en parle ouvertement, malgré que dans la Chine continentale, aucun droit d'en parler. Même si tu mets le canard sur une photo dans l'allée où est-ce qu'il y a le tank, le canard est associé au symbolique de Tiananmen Square. Donc, même le canard fait en sorte que tu te fais banner de tous les services. Bref, tu n'as pas le droit d'en parler. Mais à Hong Kong, ils ont encore le droit. On continue. Le 9 juin, donc de cette année, plus d'1 million de personnes vont dans la rue et maintenant, c'est contre la loi d'extradition qu'on parlait au début de cette présentation. C'est la plus grande, le 9 juin, plus grande démonstration depuis que Hong Kong est revenu en Chine. Une personne sur 7 était dans la rue. Donc, on enlève les enfants, les personnes aînées, les personnes qui travaillent, les personnes malades.
une personne sur 7 au total, donc probablement plus des personnes entre 15 et 40 ans, peu importe, qui peuvent aller protester. C'est gigantesque, c'est carrément historique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Vous rentrez au bon moment. Moins de 24 heures après cette protestation-là, il y a déjà des gens qui se mettent à parler de grève. Donc, on a les petits commerçants, les artistes, les travailleurs sociaux demandent une grève sur les médias sociaux. Il y a 3000 professeurs qui font pétition pour demander à leur syndicat de faire une grève. Conducteurs d'autobus, personnel d'aéroport font la même chose. Les étudiants commencent à parler de grève. Mais dans ces protestations-là, que les gens vont à l'extérieur et dans le futur, les syndicats ne sont pas présents. Les syndicats, leur bannière, leur journal, peu importe, ils se distancient du mouvement. Puis ça, je peux le dire, je vais le répéter plus tard, mais c'est parce que les leaders des syndicats sont très, très près de la machine gouvernante. Ils sont réformistes. Puis ce mouvement de protestation-là est hors de leur contrôle, donc ils veulent s'en distancer le plus possible. C'est pas nous, on n'est pas dans l'illégalité, nous on est les leaders syndicaux, on fait de notre mieux avec le régime, etc., etc. Donc, tous les gens qui demandent la grève, soit ils ne sont pas syndiqués, ou soit ils sont carrément au revers de ce que leur syndicat admet publiquement, ce qui est quand même intéressant. Prochaine diapo. Ah, là on arrive au 1er juillet. 1er juillet, 22e anniversaire du transfert entre Hong Kong et, ça c'est le 1er juillet de 2 mois, entre Hong Kong et la Chine continentale. Et ce qui met cet événement-là incidentel, donc que je vais en parler en ce moment, important, c'est qu'il y a un groupe de jeunes protestataires qui ont occupé le Parlement, le Conseil législatif. Et ça a été filmé. Ça a été dans les médias partout à l'époque, à cette date-là. Mais c'est bizarre, vous allez voir pourquoi. Premièrement, c'est complètement désorganisé. Les gens sont entrés, pas vraiment de plan décidé entre eux autres. Il y en a qui avaient des drapeaux des Royaumes-Unis, il y en a qui faisaient des tags, il y en a qui disaient ça va devenir l'occupation, la même chose que l'occupation de Taïwan de 22 jours qui s'était passé à une autre époque. Bref, ils se disputent entre eux, il n'y a pas vraiment de processus décisionnel centralisé. Ce qui est bizarre de cet événement-là, c'est que la police, ce jour-là, a comme décidé de partir du conseil législatif pour rien, injuste parti. Puis, les commentateurs télévisés de Hong Kong sont complètement abasourdis, y compris ceux qui sont experts dans la question d'action policière. Donc, ils viennent à la télé, ils disent on ne sait pas pourquoi ils ont quitté le conseil législatif. C'est comme si nous autres, la police, quittait le Parlement de Québec. Puis ça se fait pas. L'Assemblée générale, l'Assemblée, de Québec, ça se fait pas, tu sais. Puis, bref, cette occupation-là se fait utiliser comme propagande par le gouvernement pour dire que les protestataires, ils dérangent, il faut dealer avec. Là, on va vers le speech de Lam, qui se fait aussi le 1er juillet, parce qu'à chaque année, il y a un speech de la chef exécutif de Hong Kong pour souligner le transfert entre une colonie anglaise vers un territoire chinois. Mais ça, c'est le plus court de ces speeches historiques. Depuis que Hong Kong est devenu une partie de la Chine, il y a des speeches à chaque année, et ça, c'est son speech qui a été le plus court depuis ce temps-là. Puis dès qu'elle a fini son speech, il y avait des protestataires dehors, un parti peut être caché, on l'a vu pendant des semaines et des semaines et des semaines. Le gouvernement complètement paralysé, à partir de là, il y a des protestations partout, tout le temps. C'est super intéressant. Prochaine diapo. Donc ça, c'est l'occupation. On voit le drapeau, que je vais y revenir. En fait, je peux en parler maintenant. Il y a un parti nationaliste minoritaire à Hong Kong qui est, droite réactionnaire, raciste, dans le sens qu'eux autres, ils veulent se faire du capital politique sur dire que la Chine continentale, c'est des Chinois qui sont pas comme les Chinois de Hong Kong. Donc, ils vont aller shooter la manière de décrire insultante des Chinois. Puis eux autres, leur but, c'est de se séparer. Puis, ils vont aller chercher les drapeaux des États-Unis et de la Grande-Bretagne, justement pour s'identifier aux ennemis de la Chine perçus par ce groupe-là. C'est assez intéressant, mais bref, ça reste quand même une minorité, puis c'est un peu utilisé à des fins de propagande, parce que, comme je disais plus tôt, dans le mouvement des parapluies, c'est un peu la même stratégie qui s'est faite.
c'est un peu utilisé à des fins de propagande, mais bref, on n'a pas des preuves super officielles, fait qu'on y va par rumeur à ce point-ci. Prochaine diapo. Donc, on continue le 14 juillet. 14 juillet, c'est une des journées les plus violentes policières. Ils ont ils ont lancé dans une journée plus de grenades lacrymogènes à gaz. Dans une seule journée qu'ils ont faite pendant toute l'occupation du mouvement des parapluies en 2014. Un petit peu intense. Alors, c'est une nouvelle stratégie de la police. Entourer, provoquer, frapper, lancer des grenades partout. Il y a 20 personnes qui sont hospitalisées, 2 en situation critique. Bref, le 21 juillet, là, on introduit les vestes blanches. Les vestes blanches, est-ce que c'est des gangs de rue de Hong Kong qui s'appellent les Triads? Est-ce que c'est des personnes qui sont payées par le gouvernement de Beijing? Est-ce que c'est des genres équivalents un peu violents de la meute québécoise? C'est pas clair. Mais ce qu'ils font, les chemises blanches, c'est qu'ils arrivent et qu'ils commencent à battre tous les gens qui sont des protestataires au métro, dans la rue, dans les ruelles, peu importe. C'est un peu bizarre parce que quand ils arrivent le 21 juillet, puis là, ils commencent à battre tous les protestataires, bien, la police n'est comme pas là, du point où est-ce qu'il y a une police qui est là, mais qui regarde, qui se tourne d'abord, puis qui marche, qui s'en va, pareil comme si elle n'avait rien vu. La ligne 911 de la Chine, la ligne d'urgence, qui est là-bas, c'est le 999, elle ne fonctionne pas. Ils l'ont juste enlevé. Puis la station de police à proximité de cet événement-là est fermée. Pour une raison un peu bizarre. Le politicien qui est pro-Pékin, donc l'indépendance pro-Pékin, lui est pro-Pékin. Lui, il est dans le métro pendant que l'attaque se passe dans le métro. Il serre la main des chemises blanches avant que les chemises blanches aient tapé sur les protestataires. Il dit « Merci pour votre travail ». Le lendemain, il va en conférence de presse. Il essaie de s'en dissocier. Non, je ne suis pas avec eux, je suis pas avec eux. Mais en même temps, il dit « Ouais, mais ils défendent vraiment le territoire pour leur peuple. Hein. » Fait que c'est pas si pire, ce monde-là. Bref, c'est pas évident. On passe à la prochaine. Donc ça, c'est ce que je disais, ce que j'appelle les chemises blanches. Donc, il y a plusieurs vidéos en ligne. Là, ils se présentent, ils commencent à battre le monde avec des pattes. C'est vraiment pas évident. Prochaine image. On continue. Le 8 août, on se rapproche. Là. Grève. On en parlait avant. Là, on est rendu. Le 5 août. Grève de 350 000 personnes. Première grève à Hong Kong depuis presque 100 ans de cette envergure-là. 90% des gens qui sont en grève ne sont pas syndiqués. Donc, si on dit que les syndicats ont organisé la grève, c'est pas vrai. Les syndicats sont toujours à distance du mouvement. Mais il y a quand même une grève super importante. Ça commence à brasser. Le 11 août, en réponse à la violence de la police qui est à chaque jour, qui ne s'arrête jamais, on s'en rappelle bien, l'occupation de l'aéroport de Hong Kong pendant 48 heures. Entre 180 et 400 vols sont cancellés. Il y a des pertes de plus de 600 millions de dollars Hong Kong ou 77 millions américains. Et là, on arrive en mi-août. Oui, absolument. Prochaine diapo. Donc ça, c'est l'occupation de l'aéroport qui est quand même gigantesque. Parce que l'aéroport de Hong Kong, il faut le dire, est gigantesque, immense. C'est pas comme l'aéroport Pierre-Trudeau. C'est beaucoup plus grand qu'ici. Tous les aéroports de Chine, dans le fond, toutes les gares de train, il y a des Chinois, fait ils sont grosses. Fait que ça, c'est du monde en masse. Bref, et j'ai... c'est ça c'est parfait. La mi-août aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais les véhicules de l'armée de Chine se font voir sur les rues de Hong Kong. Là, c'est la première apparition des véhicules des forces armées de Hong Kong qui se font voir. Pas de mention de stratégie ou d'action de cette armée-là, mais elle est là comme geste d'intimidation. On y revient plus tard. Donc, pour l'instant, comme je disais, l'armée est déployée mais non active. Les membres de la police et du service de sécurité, maintenant, ils sont rendus un peu comme ils faisaient à Québec, là, dans l'événement, c'était lequel, le nom? Y a-t-il un de mes camarades qui le sait? Il y a eu Montebello. Montebello, merci. Toronto. Oui, le G8, mais bref. Mais Montebello, il est télévisé, c'est quand même assez facile de trouver ça, parce qu'il y a des policiers qui se déguisent en protestants, qui vont garrocher des roches, puis après ils retournent du côté des policiers, puis là, ils high-five entre eux autres, c'est assez bon à voir. Mais ils font ça en Hong Kong. Donc les policiers se déguisent pour allumer des feux, provoquer la police, créer des arrêts de masse, etc., etc. Il y a les chemises blanches qu'on voyait plus tôt qui
quand ils voient, ils bastonnent tout le monde. Il y a l'armée qui est déployée dans les rues, qu'on ne sait pas si elle va commencer à s'activer. La loi martiale, impossible dans le futur. Là, on parle dans les prochaines semaines que là, c'est vraiment une décision qui est possible. Quand je faisais ce travail-là, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, ça change. La vibe, elle change. Prochaine diapo. Ça, c'est le stade dans la ville de Hong Kong, je ne me rappelle pas laquelle. Et on voit les véhicules de l'armée de libération du peuple, l'ALP, postés tout le tour du stade. Donc là, ils sont prêts, ils sont là. Prochaine diapo. Je vais continuer. Carrie Lam, là, c'est tout nouveau, là, c'est cette semaine. Là, elle propose d'abroger la loi, de l'enlever, mais elle ne l'a pas encore fait. Donc, on est encore dans les promesses, dans les peut-être, dans les futurs, dans les si le mouvement arrête de s'activer, c'est là qu'on va enlever la loi d'extradition. Mais le mouvement ne la croit pas. Anyway, comme on va le voir, prochaine diapo, le mouvement a 5 demandes pour gagner. Ça, c'est les demandes du mouvement en ce moment. Numéro 1, l'annulation de la loi d'extradition. Donc là, elle n'est même pas annulée, donc on est à moitié de la première. Carrie Lam quitte ses fonctions, ce qui est impossible parce que, on va le voir plus tard on va parler du gouvernement de Chine continentale. L'annulation des charges et des accusations d'émeute contre les protestataires qui se font prendre par la police. Libération de tous les prisonniers politiques en lien avec les luttes politiques du mouvement des parapluies et de ce qui se passe en ce moment. Je me suis pas tanné. On est bon. Et on veut une enquête indépendante sur la violence perpétuée par la police. Et ça, tu vois, numéro 5, on l'a à Montréal aussi, c'est intéressant. Prochaine diapo. Donc, on va parler un peu du gouvernement chinois. Donc, comme je l'écris ici, ben, quand le gouvernement chinois veut avoir des terres publiques pour faire une autoroute ou un projet social ou peu importe, un champ d'achat, des condos, ben, il y a comme l'habitude de forcer les fermiers à sacrer leur camp, comme dirait l'autre, jusqu'à les battre. Mais ça, c'est la symbolique d'engager des thugs, des gangs, pour aller faire leur business qui n'est pas trop légal. Tu sais, quand ils ont besoin de sortir quelqu'un de leur maison, mais ce n'est pas la police qui va le faire, c'est des gens civils. L'intérêt numéro 1 de la Chine, c'est de ne pas répandre la lutte en Chine continentale. Donc, c'est de séparer ce que Hong Kong fait avec l'identité des Chinois et ce qui se passe en Chine. La Chine ne fait aucune concession démocratique, zéro, jamais. Pourquoi? Parce que la Chine, le Parti communiste de Chine, dépend d'une image de gouvernement fort, de gouvernement qui ne peut pas perdre, qui ne peut pas se faire négocier avec. Et si le gouvernement fait une concession démocratique, ben c'est une humiliation pour le président, le chairman, bref, Xi Jinping, qui lui, ben, vous le savez, depuis maintenant, ça fait 3 ans, je pense, qu'il a fait un vote pour qu'il devienne le seul et unique leader de la Chine à jamais. Donc, c'est comme un peu un dictateur officiel maintenant. Parce qu'avant, il y avait 2 termes, comme un peu en Russie, ce qui est arrivé. Donc, il y avait un nombre d'années maximal pour le secrétaire au top du gouvernement. Puis après ça, ben, il fallait que tu t'en ailles pour qu'il y ait d'autres, un autre gouvernement qui te remplace. Puis Xi Jinping a dit, ben moi, j'aime ça rester ici. Fait qu'il l'a enlevé. Fait que Xi Jinping a besoin de se démontrer comme personne qui est au-dessus des règles politiques des autres pays. Lui, c'est l'homme fort qui peut tout faire. Ce qu'on appelle le soft power chinois. Donc, pour ce faire, ben, la Chine, ben, il y a un pouvoir d'État extrême de sécurité, de surveillance, de camps de rééducation dans l'ouest de la Chine en ce moment, dans Xinjiang. Bref, c'est l'identité du gouvernement chinois qui est en jeu. Et si Carrie Lam démissionne, c'est une attaque à la réputation du gouvernement chinois qui faillit et de Xi Jinping. Donc ça, c'est toutes des affaires qui ne peuvent pas se passer. Leur stratégie, en fait, en ce moment, c'est d'attendre que le mouvement s'essouffle, comme ils ont fait avec le mouvement parapluie. Après un certain temps, les gens, on n'est plus capable d'être dans la rue à chaque jour, donc les gens rentrent chez eux, puis c'est ça que le gouvernement espère faire. Et bon, bref, les différences de système, c'est comme je disais, eux, ils n'ont pas la possibilité de changer de gouvernement quand les choses vont mal. Donc, ils font juste attendre. Puis, ils espèrent que les choses vont bien aller, puis ils battent les protestataires de plus en plus fort. Prochaine diapo. Ça, c'est un exemple du système de caméra qui est partout en Chine, parce que chaque
personne peut se faire identifier. Puis ça, ben, à chaque année, ça s'améliore avec la technologie. Donc, peut-être que maintenant, ils sont capables de savoir, genre, ta famille, puis ta job, puis tout ça. En tout cas, bref, à partir de ces photos-là, prochaine photo. Mais, à Hong Kong, comme de fait, ben, ils peinturent les caméras un peu partout pour se faire pogner. Et, prochaine diapo, ils utilisent leur laser pour pointer vers les caméras pour pas qu'ils puissent se faire identifier. Prochaine diapo. Fait que ça fait des images un peu genre party, néon, tu sais, de disco. Bref, c'est un esthétique assez intéressant. Merci. Non, prochaine diapo, c'est bon. Comme je disais, le PCC se range derrière la police pour qu'elle rectifie la situation. L'armée est mobilisée, mais pas encore active. Et l'autre chose que le gouvernement chinois essaie de faire, c'est de mobiliser les capitalistes de Hong Kong qui contrôlent, comme je disais plus tôt, toute l'économie. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire mettez les gens à porte quand c'est des employés de vos compagnies, marginalisez-les dans les médias. Les promoteurs immobiliers en ce moment font des annonces dans les journaux partout à Hong Kong qui disent genre Carrie Lam, c'est toi la meilleure, et les protestataires, c'est des gens violents qu'il faut ignorer, qui sont mauvais pour Hong Kong. Ça, c'est la même l'annonce. Et finalement, il y a Taïwan là-dedans. Oh boy. Taïwan. Donc, l'idée de Chine, je ne veux pas rentrer dedans trop, parce que c'est un livre, genre ça l'épais, mais l'idée de la Chine, c'est que Taïwan fait partie de la Chine déjà. Puis si tu parles à quelqu'un de Taïwan, ben non, c'est des territoires séparés. Puis là, c'est super controversé, puis là, ben c'est un hot topic, comme dirait l'autre. Mais si Xi va contre Hong Kong de manière violente avec l'armée agressive, etc., les chances que Taïwan et la Chine se réunifient encore dans le futur, c'est zéro, c'est fini. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe en Taïwan, c'est utilisé pour ceux qui sont dans les élections, ce qui se passe à Hong Kong, c'est utilisé dans les élections à Taïwan pour dire « Indépendance de Taïwan, c'est super important qu'on se libère parce que les autres, c'est des oppresseurs, puis nous autres, on est vraiment cool, tout comme le peuple de Hong Kong. » Fait que là, Xi Jinping, il commente les deux. En plus que Xi Jinping est dans un combat de marché avec les États-Unis de Trump en ce moment. Fait que bref, lui, Xi Jinping, il a beaucoup de pression pour genre régler ses affaires, puis Hong Kong, il n'aime pas ça. Puis là, on est là. Prochaine diapo. Ah, mais les capitalistes, ils ont peur. Pourquoi? Ben parce qu'on a occupé un aéroport pendant 48 heures. Ça l'aide. On a occupé aussi des centres d'achat. Bref, il y avait des centres d'achat qui se faisaient associer avec la police, puis tout le monde a occupé ça, puis ils ont sacré la police dehors. Même les employés disent on ne veut pas de police ici parce que sinon on se fait occuper puis on perd notre argent, on n'a pas de clients. Le centre d'achat s'appelle Harbour City. Même que maintenant la police ne peut plus rentrer sans qu'il n'y ait de crime qui a été rapporté par téléphone. Donc Harbour City dit non à la police. Et l'administration aviaire de Hong Kong dit à ses compagnies que s'il y a des gens qui font partie des protestations qui perdent leur job, il y a un pilote qui a déjà été suspendu, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres depuis que j'ai lu ça. Les développeurs immobiliers achètent des annonces dans les journaux pour booster Carrie Lam. Et les capitalistes de Hong Kong, ils sont un peu entre deux parce qu'ils ne veulent pas frustrer les protestataires, mais ils veulent que ça arrête et ils ont des intérêts commerciaux en Chine. Donc là, c'est très difficile pour eux, j'imagine, pauvres petits. Mais tout ça pour dire qu'on les neutralise assez bien avec nos manœuvres d'occupation et de grève. Donc ça va bien. Prochaine. Donc, là, on arrive dans nos perspectives de lutte. On va y aller avec les diapos. Ça, c'est les perspectives de lutte qui nous sont données par Socialist Action. Donc, je reprends les perspectives de lutte du terrain de notre section à Hong Kong, mais ça rentre dans les méthodes du CEO, donc ça rentre dans notre analyse politique aussi pour le Québec. Donc, numéro 1, briser l'isolation de Hong Kong et de Pékin. Les gens en Chine continentale sont beaucoup plus exploités que les gens de Hong Kong. Je veux dire, c'est dur à Hong Kong, mais en Chine continentale, la pauvreté y est. Les syndicats sont encore moins actifs. Les droits d'expression politique sont carrément absents. Donc, au lieu de se voir comme un peuple différent puis de se dire différent, il faut créer de la solidarité entre les deux nations, même si c'est une nation en fait. Deuxièmement, organiser des groupes d'autodéfense à cause justement des chemises blanches, à cause des policiers, à cause de potentiellement l'armée dans le futur.
ça ne se fait pas de même se défendre. C'est pas individuellement qu'on peut se défendre. Il faut former des comités qui vont s'organiser, qui vont mettre des forces à gauche et à droite, s'assurer que ceux qui en font partie ne se font pas isolés, ne se fatiguent pas trop. Et le point numéro 3, c'est le plus important, c'est qu'il faut évoluer hors des actions individuelles spontanées qui se passent à chaque jour à Hong Kong vers une action organisée. Ce que j'appelle le leadership, mais c'est pas un leadership genre une personne qui connaît tout et qui fait tout. Anyway, à Hong Kong, c'est pas possible parce que si tu es un leader de mouvement, il se fait arrêter, puis te mettre en prison, puis disparaître. C'est pas la même chose. Mais ce qu'on parle ici, c'est des structures décisionnelles démocratiques, comme par exemple comité de travail, comité d'étudiants, comité de quartier, assemblée populaire, pour décider de qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait, pourquoi on le fait, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement s'adapte à tes propres stratégies, ben il y a un plan d'action pour que ton mouvement il se fasse attaquer dans les jambes. Puis toi, si tu n'es pas organisé, puis tu n'es pas capable de parler entre toi, puis tu es juste spontané puis individualiste dans ton action politique, ben comment tu veux t'adapter aux contre-actions du gouvernement, tu sais, quand la lutte devient de plus en plus compliquée. Donc ça, c'est hyper nécessaire. Aller plus loin que les 5 demandes. Comme j'ai dit au départ, les luttes démocratiques de Hong Kong, c'est pas seulement gouvernemental avec des droits liés aux élections. Il y a la loi d'extradition. Ça vient d'un système d'exploitation avec les capitalistes, le gouvernement qui travaillent ensemble pour leur bénéfice à eux deux. Puis les 5 demandes, c'est bien pour le mouvement en ce moment, mais ça ne va pas régler le problème. C'est ça qu'on veut faire. On veut régler le problème. Puis, il faut s'organiser vers le levier ultime qui est la grève, parce que bien que ce soit 350 000 personnes en grève, pour nous, c'est gros. Pour Hong Kong, c'est minime. C'est pas un mouvement à la grandeur du territoire. Prochaine slide. Mais c'est difficile de faire ça. Pourquoi? Parce que le leadership est déconnecté, libéral et réformiste. Vu qu'ils n'ont pas de structure démocratique légitime, ben un peu n'importe qui parle au nom du mouvement, puis ils sont plus ou moins représentatifs de gens qui sont dans ces actions-là. Ils ne se parlent pas entre eux, ils ne veulent pas agir ensemble comme une force pour aller de l'avant, donc c'est dur de faire des actions communes. Et bon, certains de ces leaders-là, ils sont, bon, je dis ici libéral réformiste, mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire la différence entre demander la permission au gouvernement de te donner ce que tu veux et d'aller chercher le pouvoir pour toi, pour le peuple, pour les travailleurs, puis de faire ton propre programme démocratique. Puis s'ils sont du côté A, ben ils vont aller chercher ce qu'ils veulent, puis ils vont quitter le mouvement. Non, on a fini, là, on retourne chez nous, gang. Puis les leaders syndicaux se retrouvent souvent dans ce côté-là, ils vont aller chercher des deals avec le gouvernement, bon, le mieux qu'ils peuvent, plus ou moins, puis ils vont dire à leur force de retourner chez eux après, puis là, tout le monde a gagné, mais personne n'a gagné. Bref, nous, on est à Hong Kong, puis on distribue le plus qu'on peut à coût de 10 000 tracts journaux, mais écoute, les médias là-bas sont contrôlés par les familles capitalistes les plus riches de la Terre. Fait que, malheureusement, ben, la conscience de classe n'est pas représentée dans les médias du tout, donc il faut continuer à aller dans cette direction-là. Peur de centralisation. Les gens veulent être actifs, mais ils ont peur de travailler dans un groupe. Mais c'est nécessaire pour la victoire. On veut tous faire ce qu'on veut, puis avoir la liberté de dire ce qu'on veut tout le temps, faire ce qu'on veut tout le temps. Mais si on veut gagner, il faut travailler ensemble, on n'a pas le choix. Ah oui, les élections de représentants difficiles, ça c'est parce qu'ils se font arrêter puis mettre en prison. Fait que c'est pas évident. Et ben si tu te fais battre par la police à chaque jour, puis moi je te dis qu'il faut t'organiser, ben toi ta réponse est non, on va aller garocher des briques sa police. Puis d'une certaine manière, je comprends l'émotion de la chose, qu'on va aller battre la police. Fait que ça c'est difficile, mais c'est une réalité. Et de finalement analyser la lutte comme une lutte de classe contre le gouvernement et la classe capitaliste dans les deux sens. Prochaine diapo. Et on revient au Québec. Dernière slide. Merci de votre écoute en passant. C'est quoi les liens entre la lutte à Hong Kong et la lutte avec le Québec? Bien ici, tout comme Hong Kong, on a c'est mon terme personnel, vous m'excuserez, mais le fétichisme des mouvements populaires. Donc, tu sais, je suis un étudiant, c'est ça mon background. Je suis encore à Concordia, puis nous autres, tout ce qu'on entend dans nos contextes sociaux, c'est « on fait la grève, Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait après? On n'en parle pas, mais on fait la grève, par exemple. Ça, c'est important. » Fait oui, c'est important de faire la grève, mais les structures démocratiques aussi, puis il faut avoir une discussion des stratégies après la grève. Qu'est-ce qu'on fait après, en tout cas? Fait le niveau de conscience de classe, c'est comme nous. Nos leaders syndicaux, BNL, puis d'une certaine manière QS, sont comme les leaders syndicaux à Hong Kong.
ils veulent avoir des bons deals avec le gouvernement qui vont leur donner ce qu'eux ils veulent, mais ils veulent sacrifier la lutte pour avoir ce qu'ils veulent. Puis finalement, ben, pour gagner, Hong Kong, il faut qu'ils travaillent avec la Chine continentale. Ben, nous, c'est l'équivalent de dire que les étudiants doivent travailler avec les groupes environnementaux, travailler avec les groupes LGBTQ, droits des Noirs, lutte anti-violence policière pour les Autochtones, etc., etc. Ben, pour gagner, il faut travailler ensemble. Puis, ça termine ma présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et si vous avez des questions ou conversations, je vous invite. Alors, merci. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci pour votre écoute. Maintenant, ça va être une période de discussion, de questions surtout, peut-être même de débat. Alors, je vais prendre comment on va fonctionner. Il va y avoir des